Bonjour et bienvenue sur Projet Libre. Je m'appelle Walid Nou, je suis tombé dans la marmite du logiciel libre il y a plus de 20 ans. Que vous soyez libriste confirmé ou néophyte, venez découvrir avec moi les portraits des femmes et des hommes qui font du logiciel libre. Communauté, modèle économique, contribution, vous dit tout. Nouvel épisode, aujourd'hui nous recevons Gaëlle Duval pour parler de iOS et Murella qui est la marque commerciale associée à iOS. Alors vous connaissez peut-être Gaëlle Duval comme étant le fondateur de la première distribution desktop Linux qui s'appelait Mandrakesoft dans les fins des années 90, début des années 2000. Vous allez voir aussi qu'il a travaillé sur un autre projet par la suite qui s'appelait UTO. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'OS Android dégooglisé sur lequel il travaille depuis quelques années. Et donc c'est un grand plaisir que j'ai de pouvoir accueillir Gaëlle sur le podcast. Bonjour Gaëlle, j'espère que tu vas bien. Bonjour, merci de m'inviter dans ce podcast, ouais, ça va pas trop mal. Avant de commencer à parler de j'aimerais bien que tu répondes à la question traditionnelle qui est de te présenter et de nous expliquer comment tu en es venu à travailler dans le logiciel libre et qu'est-ce que tu as fait dans le libre jusqu'à présent. À la base, je suis informaticien, je suis de formation informatique, un peu dans le dur, universitaire. Alors, l'informatique, c'est quand même une passion qui remonte à très loin, puisque j'ai dû avoir mon premier micro à 10 ans, voilà, et c'était un monde qui m'attirait beaucoup. Et ensuite, j'ai passé beaucoup de temps sur les ordis. J'ai enchaîné plusieurs modèles dans les années 80. C'était une période d'ailleurs assez féconde pour l'informatique. Je sais pas, tous ceux qui l'ont vécu ont un gros souvenir, je pense, assez puissant de cette époque-là, parce que ça fourmillait de partout, c'était extrêmement créatif. Beaucoup autour du jeu souvent, mais pas seulement, et avec des machines et des systèmes qui étaient pas du tout compatibles les uns avec les autres en général, mais ça faisait un ensemble assez excitant, surtout je pense pour des gamins de 10-15 ans à l'époque. C'est un peu ça qui naturellement m'a amené vers ce métier de l'ingénierie logicielle. Et quand je suis arrivé à la fac, j'ai découvert deux choses: que il n'y avait pas que les micro-ordinateurs dans la vie, il y avait aussi des ordis un peu plus pro, hein, ce qu'on appelait des stations de travail. Et puis il y avait Internet aussi. Alors Internet, je connaissais vaguement parce que j'en avais un peu entendu parler, et aussi parce que j'ai eu la chance, quand j'avais 17 ans, d'avoir un copain anglais, comme on appelle ça, un correspondant anglais, qui était à Cambridge, et son père était astrophysicien en fait. Il était prof d'astrophysique et il m'avait fait visiter son labo, tout ça, et j'avais remarqué qu'il envoyait des messages électroniques sur un ordi, et ça m'avait vraiment frappé. Et je me suis dit tiens, il y a un truc intéressant. Je m'intéressais un peu au modem, etc. Et là, à la fac, j'ai remarqué que on avait vraiment des ordis beaucoup plus puissants, beaucoup plus sérieux, et à la fois qui étaient connectés à Internet 24 heures sur 24. Ils avaient chacun leur adresse IP au niveau mondial, hein, c'était pas d'adressage privé à l'époque. Et là, évidemment, en tant que déjà moi passionné d'informatique, je me suis plongé là-dedans corps et âme, on va dire. Et pour répondre à la question, donc, comment j'en suis venu au libre, par une petite frustration, c'est-à-dire que à la fois il y avait ce monde absolument incroyable que j'ai découvert à l'université, de stations de travail sous Unix. Unix, un système d'exploitation qui moi m'a vraiment frappé, parce que j'imaginais même pas qu'on puisse avoir des systèmes qui puissent être multitâches, multi-utilisateurs, etc. Et moi je découvre ça dans cette espèce de monde merveilleux, un peu idéal, un peu caché finalement, se réservé aux étudiants d'époque, aux chercheurs, tout ça. Et à côté, dans le grand public, au début des années 90, qu'est-ce qu'on voit se développer? Windows 3, puis Windows 95 sur des compatibles PC. Et ça, c'était vraiment le truc pas du tout excitant pour moi, quoi. Et j'ai essayé de faire le lien entre les deux, en fait, parce que moi, j'avais absolument pas les moyens de m'acheter une machine pour faire tourner Unix, évidemment. Ça va aller, je sais pas combien, mais c'était vraiment hors de portée pour un étudiant. Et par contre, il y avait quand même ces compatibles PC sous processeur Intel 386, 286, tout ça. Et à un moment, totalement par hasard, je découvre, alors ça, je sais pas exactement l'année, mais ça devait être 94, 95, peut-être 96, je sais pas. Et je découvre qu'il y aurait un système d'exploitation Unix qui pourrait peut-être fonctionner sur des machines grand public, des PC avec des processeurs 386. Et en creusant, c'était Linux en fait, c'était les débuts de Linux. Donc Linux était sorti en 91, donc 2 ans peut-être avant, 2-3 ans. Et là, en me renseignant, ça semble confirmer que oui, peut-être sur mon 386 qui tournait sous Windows 3, je pourrais peut-être faire tourner Linux à la place.
que peut-être même on pourrait faire tourner X Window System, donc l'interface graphique qui tournait sous Unix à l'époque. Et donc, me voilà parti acheter 50 disquettes à la Fnac, et je reviens avec parce que il y avait déjà des premières distributions Linux. Donc à l'époque, là, moi j'avais sélectionné la Slackware. La Slackware à l'époque, il fallait 50 disquettes pour l'installer. Donc j'ai acheté 50 disquettes. Et puis je retourne à la fac et je télécharge toute la distribution Slackware, et je passe chaque disquette pour l'enregistrer dessus. Et je reviens chez moi avec mes 50 disquettes, et là je passe la soirée à installer Linux, et ça marche. Voilà, donc c'était vraiment mes premiers pas dans Linux, donc quelque part vers le libre, parce que c'était une notion que je connaissais pas vraiment. Au début des années 90 et dans les années 80, il y avait quand même une notion du partage du logiciel, tout ça, qui était quand même assez forte. Donc quelque part, c'était assez naturel pour moi d'aller vers le libre. Après, j'ai découvert ça un tout petit peu plus tard, le projet GNU, etc. J'ai regardé, comment ça m'intéressait. On pouvait trouver sur les serveurs FTP tous les logiciels qui existaient, les compilateurs, GCC et tout ça. J'ai l'impression de m'entendre quand j'ai découvert le libre et que je me suis dit, waouh, quel nouveau monde, c'est vraiment ça l'informatique, c'était vraiment génial. Voilà. Donc après, tu as travaillé sur Mandrake et tu as travaillé sur d'autres projets. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Sur Mandrake, donc je finissais mes études. En fait, je faisais une sorte de service civil à la fac, ce qui m'a permis d'avoir pas mal de temps pour m'intéresser. Enfin, j'avais envie en fait de créer une distribution Linux qui soit à la fois qui ait la puissance de Linux, et à la fois la facilité d'utilisation qu'on pourrait retrouver sous Windows par exemple. Plus pour le grand public, je me disais c'est dommage que Linux soit réservé à des experts qu'on doive apprendre la ligne de commande, ce que la plupart ne feront pas. L'idée vraiment derrière Mandrake à l'époque, c'était vraiment ça, quoi. C'était est-ce qu'il y a un moyen de permettre au plus grand nombre de pouvoir profiter de la puissance de Linux avec des outils, une interface utilisateur moderne, voilà. C'était vraiment ça. Après Mandrake, qui m'a occupé jusqu'en 2006, j'ai créé une autre boîte et on faisait aussi du logiciel libre, donc ça s'appelait Ulteo. Mais c'était plus alors au départ, l'idée c'était vraiment de faire un bureau en ligne avec. Alors il y avait une distribution Linux d'ailleurs qui s'appelait Ulteo Application System, qui était basée sur Debian. Et l'idée c'était de se dire voilà, avec Internet, on peut sans doute avoir un système où finalement tes données elles vont être accessibles n'importe où, quand tu veux, où tu veux, avec n'importe quel device. Donc c'est pour ça qu'il y avait une distribution Linux pour le PC, et il y avait un système qui permettait d'accéder à ces données dans un navigateur web en fait, et le tout se synchronisait en fait. Donc tes données de ton PC se synchronisaient en permanence avec le cloud, et tu pouvais retrouver tes applications et tes données dans le navigateur web. Et ça, au départ, l'approche était assez orientée vers l'utilisateur final aussi. Et pour plein de raisons, on a pivoté en fait vers le professionnel, en fait, vers le B2B comme on dit. Et on a redéveloppé la solution dans une optique B2B. Donc l'idée c'était de virtualiser des PC, les mettre dans le cloud, et qui soient accessibles depuis n'importe quoi, y compris d'une tablette, un iPad, genre de choses. Pour ceux qui connaissent Citrix, l'idée c'était de faire une sorte de Citrix open source multiplateforme, parce qu'on supportait Windows et Linux, qui n'a pas très bien marché commercialement. On a été un peu en retard suite à notre première approche B2C. Et ça m'a occupé jusqu'en 2014-2015. Et ensuite, j'ai rencontré des gens avec qui on a créé un incubateur, et un accélérateur de start-up, donc 2015, 2016, 2017. Et on a accompagné plein de start-up. Donc on voyait beaucoup de gens qui avaient des idées, qui voulaient créer leur entreprise. On discutait avec eux, on les challengeait un petit peu, puis parfois on les aidait, parfois on les finançait. Et ça a été vraiment un moment très, très intéressant, parce que déjà, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de monde, alors que naturellement, l'informatique te pousse plutôt à. Enfin, si, t'as pas mal de relations sociales en ligne, quoi, c'est virtuel. Mais là, j'ai vraiment rencontré beaucoup de monde. J'ai des super rencontres, des gens super sympas, des projets complètement dingues. C'était assez excitant. Et dans un des projets, il y avait une société qui développait un système d'exploitation pour smartphone qui était basé sur Firefox OS. C'était un essai de la fondation Mozilla de créer un système un peu concurrent à Android et tout ça pour le mobile. Et on avait beaucoup d'espoir dans Firefox OS, parce que c'était totalement libre, c'était indépendant. Malheureusement, ça n'a pas très bien marché, parce que pour des raisons, je pense, de choix stratégiques de la fondation Mozilla, ils avaient apparemment, de ce que j'ai compris,
pas mal de plans, de développement en Asie et quand ils sont allés voir, WhatsApp apparemment en Asie, tout le monde utilise WhatsApp, quoi, même en 2016-2017 et quand ils sont allés voir WhatsApp en leur disant: «Bah, voilà, ça serait vraiment génial qu'on puisse avoir une version de WhatsApp pour Firefox OS», bah, WhatsApp leur a dit: «Bah, écoutez, on a déjà 100 du marché avec iOS et Android, donc on voit vraiment pas pourquoi on dépenserait de l'argent pour vous faire plaisir». En gros, c'était ça, si j'ai bien compris et donc ils ont décidé suite à ça d'arrêter Firefox OS en disant: «Voilà, il y a pas de chemin, il y a pas de business model, on a ça m'a» et donc cette société que j'avais rencontrée qui faisait un dérivé de Firefox OS essentiellement pour le marché, africain, je crois, avec Orange, tout ça, bah, ils ont aussi arrêté donc ils se sont dit: «Ah merde, ils arrêtent, donc on arrête». Ils ont tout arrêté, ils ont tout plié. C'était assez dingue comme histoire, mais je raconte ça parce que c'est juste pour l'anecdote, mais moi, ça m'a permis de découvrir un monde que je connaissais moins bien, qui était le monde du smartphone, en fait, parce que moi, je viens du monde du PC et le monde du smartphone, bah, là, c'est pareil, ça m'a vraiment passionné parce que finalement, c'est quoi un smartphone? Bah, c'est juste un ordi qui maintenant est très puissant, qui en plus a une caméra, une connexion Wi-Fi et cetera, plein de capteurs et finalement, c'est un concentré de ce qu'on peut faire de mieux dans l'informatique, aussi bien au niveau matériel que logiciel et j'ai trouvé ça aussi, absolument passionnant et plus je m'y suis intéressé et plus je me suis dit: «Tiens, il se passe des choses au niveau des données personnelles dans les smartphones que je soupçonnais pas trop». Alors j'en avais entendu un petit peu parler. Plus j'ai creusé, plus je me suis aperçu qu'en fait, c'était les business models du smartphone étaient quand même, vachement liés à la collecte des données personnelles, quoi et surtout sous Android Google, hein, où là, on a, plusieurs mégaoctets de données personnelles qui sont captées en permanence tous les jours, qui permettent de profiler les utilisateurs et de leur vendre de la pub plus chère et aussi sur iOS finalement parce que iOS préinstalle, Google Search et se fait, grassement payer par Google, pour ça. Donc au final, j'ai réalisé à quel point ce monde merveilleux du smartphone, il était complètement pourri par son business model qui reposait sur la pub et que finalement ces outils-là, ils devenaient tellement présents dans nos vies, collectaient tellement de nos données personnelles qu'ils étaient vraiment en train d'installer un espèce de truc très malsain où en échange d'une pseudo-gratuité, ce qui est jamais le cas finalement, on te capte toutes tes données personnelles et pour en faire quoi? Bah, pour vendre de la pub, mais peut-être pas seulement, quoi. C'est-à-dire que quand tu as des grosses boîtes à l'échelle de la planète qui collectent toutes tes données personnelles et qui deviennent très intimes, hein, parce que c'est quoi? C'est ta localisation en temps réel, si tu as du Gmail, c'est, tous tes mails, donc des échanges de mails, hein, c'est pas chiffré tout ça, hein. Ils le lisent en permanence, ils le scannent, donc c'est, tes habitudes, les applis que tu utilises, comment tu les utilises, quand tu les utilises, tes recherches sur internet, ton historique de navigation, enfin, c'est toute ta vie, quoi, finalement. Et ça, on le file en permanence à Google, Apple, et cetera. Et là, moi, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit: «Oups, il y a quand même un problème, quoi», parce que enfin, en théorie, on est en démocratie, quoi. Mais donc tout ça, normalement, il y a des garde-fous, sauf qu'on ne sait jamais comment ça va évoluer, on ne sait jamais le pouvoir que ces sociétés privées, elles peuvent prendre. Parce qu'elles peuvent pas se faire hacker, qu'elles peuvent pas se vendre à des puissances, enfin, je sais pas, à des dictatures, et cetera. Donc tout est possible et ils ont nos données, quoi. Ces gens-là ont nos données, ont les données de nos enfants, et cetera, à l'échelle de la planète. Donc moi, ça m'a vraiment posé un très gros problème et je pense que je suis pas le seul. Et là, je me suis dit: «Bon, je veux plus utiliser un iPhone, du marché, ni Android, ni un iPhone. Je veux arrêter d'utiliser tous les Google Docs et tous ces machins-là, tous les Gmail. Donc qu'est-ce qu'on fait, quoi?» Et quand j'ai cherché des alternatives, bon, autant dans le web, il y a 2-3 trucs, il y a des choses, mais sur le smartphone, il y avait rien, quoi. Firefox OS venait de mourir. Alors il restait Ubuntu Touch, mais qui était pas en très, très grande forme non plus. Après, il y a quelques projets, mais finalement pour moi et puis, et potentiellement pour mes proches et pour le grand public, il y avait aucune alternative à iOS ou à Android. Et là, je me suis dit en informaticien et entrepreneur, bah, je vais peut-être creuser la question. Est-ce qu'on peut pas faire un truc, recréer une alternative? Alors c'est des idées un peu folles et je pense que si je me la posais maintenant, je me dirais: «Mais non, ne fais pas ça, c'est impossible». Et à l'époque, j'ai réalisé assez vite que finalement toutes les briques qui sont nécessaires pour recréer cet écosystème, mobile, aussi bien sur le smartphone que des briques de base du cloud, le mail, le calendrier et cetera, bah, elles étaient déjà disponibles, quoi. Android est open source, on a des trucs comme Nextcloud, on a le mail. Enfin, quasiment tout est disponible. Par contre, il manque un truc, c'est le lien, en fait, finalement, parce qu'elles sont c'est des briques qui sont assez disparates, elles sont pas faites forcément pour bien fonctionner les unes avec les autres. Et ça a été vraiment le début et l'idée de iOS, c'était de se dire: «Ben, comment on fait pour rassembler toutes ces briques et recréer un produit, qui soit, agréable à utiliser, qui offre toutes les garanties en termes de protection des données personnelles et qui puisse être disponible aussi sur des smartphones, le plus grand nombre de smartphones du marché».
Donc c'est vraiment comme ça que le projet a démarré, quoi. Donc là, tu dis qu'effectivement, tu vas créer un projet. La première chose que j'aimerais te demander, c'est d'où vient ce nom I? J'ai pas vraiment entendu, d'explication, donc j'aimerais bien que tu nous en dises 2 mots. Et la deuxième chose, c'est à partir du moment où tu décides de créer le projet, quelles sont les compétences dont tu as besoin pour commencer? Comment tu t'entoures? Où est-ce que tu trouves les gens avec qui tu vas travailler sur cette, toute première mouture? Alors sur le nom, ça c'est une grande histoire. Au départ, le projet il s'appelait ELO en fait, EELO. C'est le nom sur lequel on a lancé le premier Kickstarter qui a lancé le projet. Et puis pas de bol, je crois que c'est en juin 2018 ou peut-être en juillet, mais je crois que c'est en juin 2018. Je reçois un mail d'une société hollandaise qui me demande d'arrêter d'utiliser la marque. Au départ, je me dis: «Bon, encore des emmerdeurs», enfin. Et puis, donc je me renseigne auprès d'un avocat qui est spécialisé dans les dépôts des noms de domaine, noms de marques déposées, tout ça. Et il me dit: «Ouais, attends, parce que c'est quand même une grosse boîte, ils ont une marque déposée qui ressemble». Alors effectivement, ils avaient déposé la marque Elo, E-E-L-L-O-O, donc ça ressemblait. Et de fil en aiguille, donc on a essayé de négocier et cetera. Ils étaient totalement inflexibles, ils ont pas du tout voulu, rien savoir. Parce que souvent, on peut faire une cohabitation de marques en spécialisant les classes dans lesquelles on les dépose, et ils ont absolument rien voulu savoir, sachant qu'eux, ils étaient dans les logiciels de ressources humaines, hein, donc absolument rien à voir avec ce qu'on faisait. Et à un moment, mon avocat me dit qu'il venait recevoir, un courrier qui, en langage d'avocat, disait que, il y avait pas de négociation et qu'ils iraient jusqu'au bout, c'est-à-dire ils mettraient les budgets qu'il faudrait éventuellement pour faire valoir leurs droits. Donc c'était vraiment pas du tout un moment où je pouvais, engager des moyens financiers pour me défendre là-dessus. On a juste arrêté, puis on a changé de nom, tout simplement. Et pourquoi eux, slash, je m'en souviens même plus trop, en fait. Cette décision-là, elle s'est faite quasiment du jour au lendemain, quoi. Parce qu'on avait une espèce d'injonction, avec, une menace de devoir payer, chaque jour, si on n'arrêtait pas. Et je sais plus, c'était en discutant avec quelques amis, il y a ce nom slash qui est arrivé, une espèce de dérivé de Ilo, et qui devait en fait être totalement provisoire. En fait, l'idée c'était de se dire voilà, il faut qu'on change de nom. Bon ben, il nous faut un truc pour demain. Bon, on a ça, ok, et puis on réfléchit, et puis dans un mois, on met un nouveau nom, quoi. Sauf que ben, ça a duré vachement plus longtemps. Ça, c'est le temporaire définitif. C'est ça. Finalement, le nom, il a des inconvénients, mais il a aussi un avantage. C'est-à-dire que il a l'inconvénient que c'est un truc un peu bizarre, slash. Quand on le tape sur un moteur de recherche, au début, ça marchait pas trop. Maintenant, ça va. Mais par contre, si tu le tapes dans la barre de recherche d'un navigateur web, il va aller te chercher ton slash, donc c'est dans ton arborescence de fichiers. Et donc là, ça va pas du tout, quoi. Mais par contre, il a quand même un avantage, c'est que c'était tellement bizarre. Tu vois, c'est l'avantage de l'inconvénient. C'est que le nom est tellement bizarre que finalement, il y a pas mal de gens qui ont commencé à dire ouais, ce nom est vraiment pourri et tout. Et tout le monde en discutait dans la communauté des utilisateurs. Il y en avait qui étaient pour, il y en avait qui étaient contre. La majorité était contre, hein, je dois dire. Et à chaque fois, on me demande encore, mais quand est-ce que vous changez de nom? C'est pas possible, quoi. Et finalement, ça a quand même l'avantage de faire parler les gens et d'avoir une espèce de truc qui se passe, quoi, en termes de com, de buzz. Et puis finalement, on a introduit Murena parce que il nous fallait quand même une marque qui soit sécurisée. Donc là, elle est déposée aux US, machin et tout ça, c'est assez bien bordé. On a Murena.com. Donc ça, c'est vraiment la marque commerciale. Et l'idée, c'est que vraiment maintenant, les gens qui vont nous découvrir, ils découvriront les services en ligne Murena et les smartphones Murena. Et le smartphone Murena, ok, il a iOS, c'est le nom de l'OS. Bon voilà, c'est un truc technique comme il y a iOS, comme il y a MS-DOS, comme enfin voilà, des noms un peu bizarres. Bon, maintenant, c'est moins grave et je pense que pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de plan de modifier iOS parce que finalement, les conséquences, elles sont quand même maintenant vachement faibles vu qu'on a ce nom commercial, entre guillemets, qui s'appelle Murena. Ça, c'était la question sur le nom. Et après, je sais plus. Ouais, la deuxième question, c'était, de qui tu t'es entouré, pour commencer ce projet? Ah oui. Ça, c'est vachement intéressant, ouais. Et d'ailleurs, enfin, ouais, je sais pas si c'est toujours comme ça dans tous les projets, mais en fait, au départ, j'ai démarré, j'étais vraiment seul, hein. C'est-à-dire que j'étais dans mon coin, je testais des trucs, j'installais LineageOS, je modifiais LineageOS, je recompilais, et cetera. Et puis on a lancé un Kickstarter fin 2017. Et l'idée du Kickstarter, c'est un copain qui me l'a donné parce qu'il en avait déjà fait un. Il m'a dit: «Ton idée, elle semble pas mal, mais je pense qu'il faut que tu la confrontes, en fait». Et en plus, j'avais pas tellement d'argent à investir dedans à l'époque. Pourquoi pas faire un Kickstarter? Et on a je sais pas, en un mois et demi,
à 2, on a bossé sur ce Kickstarter, donc on a créé du contenu vidéo, on a créé tous les machins, des photos, des animations 3D, enfin un truc un peu dingue. Et fin 2017, on sort ce Kickstarter avec l'idée de trouver 20 000 euros, ou 25 000, je sais plus, pour pouvoir commencer à payer peut-être un développeur. Et finalement, le Kickstarter, il a fait x4, in fine, quoi, au bout de... Parce qu'après, on l'a prolongé sur Indiegogo, tout ça. Et on a trouvé près de 100 000 euros et j'ai reçu plein de messages, un super retour de plein de personnes, dans plein de pays du monde qui me disaient, qui me remerciaient pour le projet, en fait, qui m'encourageaient à le poursuivre parce que eux-mêmes cherchaient déjà des solutions alternatives à Android et Apple. Et ça, alors là, pour le coup, ça, au début, j'avais une envie, mais là, ça m'a conforté dans l'idée qu'il y avait sans doute un truc assez important finalement à faire, si je m'y prenais pas trop mal. C'était vraiment le déclencheur, c'était ce Kickstarter, qui en plus a amené pas mal de visibilité en termes de presse. Par exemple, je sais pas, je crois qu'on a dû avoir France Inter, on a eu Le Point, on a eu en Inde, on a eu je pense le plus gros journal indien, quoi, tu vois, l'équivalent du New York Times aux US, mais en Inde, qui a dû faire un article sur nous, etc. Donc il y a plein de développeurs indiens qui voulaient bosser pour nous d'un seul coup. Et tout d'un coup, il y a un truc qui se crée, une communauté sur juste une idée, quoi. C'est ça qui est dingue. Il y a rien, en fait. Il y a juste quelques dessins, une idée, un truc. Voilà. Moi, je veux faire ça. Je vais m'y prendre comme ça. Et là, tout d'un coup, il y a un truc qui se crée, boum, et qui s'installe et qui soutient le projet, qui en parle. Et ça fait plein de connexions. Ça fait des gens qui veulent bosser sur le projet, qui me présentent d'autres personnes. Ça fait potentiellement des investisseurs. C'était assez incroyable comme moment. Et sur les besoins, très rapidement, j'ai dû trouver un développeur. Alors ça paraît idiot ce que je vais dire, mais j'avais pas de doute sur notre capacité à pouvoir transformer LineageOS et le dégoogliser en fait. Parce que j'avais vu qu'il y avait MicroG qui permettait de faire des choses, etc. Donc ça pour moi c'était presque un acquis. Il fallait juste qu'à un moment je trouverais un ingé, ou ça serait moi ou un ingé qui allait mettre les trucs ensemble et faire. Par contre, il y avait un truc qui me tenait à cœur, c'était au niveau de l'interface utilisateur, je trouvais qu'il y avait une déficience sur ce que je voyais. Donc, je me disais, tiens, il va falloir qu'on recrée une interface utilisateur qui soit un peu meilleure. Et là, c'est vachement plus difficile parce que des développeurs qui sont suffisamment pointus en développement Android et qui ont suffisamment le sens de l'interface utilisateur, soit je m'y suis mal pris, mais j'ai eu du mal à trouver. Et ça a été le premier développeur que j'ai engagé, c'était un Indien qui a fait le premier launcher donc de iOS. Le reste, ça s'est fait assez naturellement. Il y a eu quand même une belle rencontre au tout début qui a été faite totalement par hasard. Et c'est ça qui est fou et qui parfois me porte à penser qu'il y a peut-être un destin dans la vie. Assez vite, j'ai réalisé à quel point Android c'est un truc tentaculaire. C'est énorme, hein. C'est des gigas de code source. Ça met 2 heures à compiler pour une machine. C'est bien pire que de recompiler un noyau Linux, hein. D'ailleurs, on recompile le noyau Linux modifié pour Android quand on recompile une distribution Android. Et il y a un moment, je me suis dit, oulala, là là, entre le nombre de téléphones qu'il va y avoir à supporter, qui vont tous être différents avec des spécificités, toutes les versions qui vont se succéder, plus les différentes versions de base d'Android, on va vite avoir un très gros problème d'ingénierie logicielle à gérer. Alors même si chez Mandrake et tout, on avait maintenir une distribution Linux, c'est déjà un truc assez colossal. Mais là, c'était puissance, je sais pas, au moins puissance 2 ou puissance 3, quoi. Et par chance, début 2018, à la suite du Kickstarter, j'étais dans un endroit où c'était un peu la base opérationnelle du Kickstarter. Et il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Je sais même pas comment il m'a trouvé, en fait. Il me dit, voilà, ma mère m'a montré un article. Ma mère m'a montré un article. Ça a l'air vachement bien ce que tu fais, quoi. Et là, je fais, sa mère lui a montré un article. Donc, en fait, sa mère, elle lisait Ouest France, et dans Ouest France, on avait eu un bel article qui parlait du projet, qui expliquait ce qu'on allait faire. Et donc, il avait lu ça, il s'est dit, tiens, ça a l'air vraiment bien et tout. Et le mec, il sortait d'études, quoi. Il venait juste de finir ses études informatiques. Et là, il me dit, moi, je voudrais bien bosser. Alors, j'ai dit, ok, mais tu veux faire quoi? Tu sais faire quoi? Il me fait, bah, moi, je suis plutôt développement web. Il me semble que c'était ça. Il me montre son CV et tout. Je fais, ok, bon, développement web, ok, pourquoi pas. Et puis, on discute et à un moment, il me fait, ouais, aussi, je connais assez bien Git et GitLab. Et là, je fais, ah, intéressant. Et finalement, en fait, le mec qui est toujours avec nous, hein, c'est Romain, maintenant qui dirige toute l'ingénierie de chez nous. Il était super calé en Git et GitLab et c'était un peu sa passion, quoi. C'était un peu un maniaque du GitLab, hein. S'il m'écoute un jour, j'espère qu'il ne voudra pas dire ça, mais c'est un peu ça. Il s'est avéré extrêmement bon, extrêmement pointu
pour justement mettre en place toute cette infra qui allait nous aider à gérer les sources, déclencher les compilations, et cetera, intégration continue, et cetera. C'était, je pense, je sais pas exactement, si j'avais pas fait cette rencontre à l'époque, comment ça se serait déroulé autrement. On aurait sans doute trouvé, d'autres solutions, mais ça a été un truc, un accélérateur finalement, parce qu'après, le projet, il est vraiment parti sur des bonnes bases, quoi. On n'a jamais vraiment bricolé, quoi. Dès le début, c'était un truc un peu avec un esprit industriel. C'était carré, gestion ensuite des issues dans GitLab quand il y a des problèmes, des tickets, et cetera, donc gestion de projet. C'était un truc que j'ai vécu, en fait. Au final, je le recherchais pas nécessairement. Et ça a été un élément clé du début. Après, ça a été plus, trouver des développeurs, voilà, faire des entretiens, commencer à se financer aussi parce que mine de rien, même 100 000 € au début, ça part vite, hein. Ça part très, très vite. Et puis il y avait aussi ma propre situation qui était un peu compliquée à gérer parce que, j'étais dans cet incubateur accélérateur là, ce qu'on avait cofondé. Mais en même temps, à un moment, j'ai vite vu que iOS, ça me prenait tout mon temps, quoi, et j'arrivais plus à combiner les 2. Donc, j'ai dû faire cette transition, ça a été un peu compliqué. Pouvoir me financer aussi, pas évident. En 2018, j'ai créé deux entités. La première, c'était eFoundation. Donc, eFoundation, c'est une association sans but lucratif. Et l'idée de eFoundation, c'est vraiment de se dire, voilà, on ne sait pas ce qu'il adviendra. On fait de l'open source, on veut que ça le reste. En tout cas, que le cœur du projet, il reste open source. Donc, eFoundation, c'est l'association sur le nom de domaine e.foundation qui propose le produit en open source. Voilà, c'est une garantie vraiment que quoi qu'il advienne, il y aura toujours ce cœur open source. Personne peut l'acheter, voilà. Et à côté, il y a Murena, donc qui s'appelait pas Murena, mais à l'époque, mais maintenant qui s'appelle Murena, et qui est une société et sur lesquelles j'ai pu trouver des financements. Alors à la fois des financements privés, des investisseurs type Business Angel, etc., des subventions, BPI, des fonds privés qui aussi aident au développement des projets comme le nôtre. Ça a permis de recruter davantage et je pense que fin 2018, on devait déjà être 5-6 sur le projet, quoi. Alors, que je comprenne bien, eFoundation, donc c'est une association loi 1901. Ouais, c'est ça. Elle, qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a pas de développeur. Est-ce qu'elle a de la propriété intellectuelle? Quel est son rôle, en fait? Le lien, c'est l'open source, en fait. S'il n'y avait pas l'open source, je pense que ça serait très difficile. Mais il y a 2 entités qui peuvent contribuer chacune sur le produit parce que c'est open source. Et donc, si tu regardes dans notre GitLab, tu verras, parfois c'est marqué Murena, parfois c'est marqué eFoundation. Et eFoundation, si, parce que eFoundation a des ressources, parce que on a pas mal de personnes qui donnent au projet, parce que c'est open source, parce que voilà. On gagne parfois des projets, des appels à projets. En fait, on pourra peut-être en reparler, mais on a gagné un gros projet européen il y a pas longtemps. Donc on a des ressources, donc on paye des gens aussi sur eFoundation, souvent plutôt de la sous-traitance, enfin des indépendants, quoi, qui contribuent au projet de la même manière que Murena contribue au projet open source. Voilà, ça fonctionne comme ça. Donc tu as 2 forces de travail qui proviennent de 2 entités différentes et qui contribuent au projet, c'est bien ça? Exactement, ouais. Donc là, tu disais que vous êtes à peu près 5-6 personnes. Donc c'est le nombre de personnes qui a contribué à la première version de i. Et d'ailleurs, cette première version, elle sort quand? La première version bêta, elle sort je crois, en octobre 2018. On est je crois que c'est 5-6 personnes et aussi des contributeurs que je compte pas dans les 5-6 personnes. Là, c'est 5-6 personnes qui sont un peu on appelle des équivalents temps plein. On a aussi des contributeurs et en particulier, on a un contributeur majeur sur la partie cloud et infrastructure, qui est un Allemand, en fait, qui adore le projet, qui est toujours très supporter du projet, qui nous a fait quasiment toute la première infra, mail, la partie basée sur Nextcloud et tout ça, quoi. Et voilà, sinon on n'aurait jamais pu la développer. Et après, il a passé la main et ça a été repris par l'équipe, une vraie équipe infra et tout ça. Mais donc c'est 5-6 personnes plus, je sais pas combien, 5-10 contributeurs externes, plus des gens qui contribuent des traductions, plus des gens qui rapportent des bugs, des testeurs. Voilà, donc c'est un truc assez vertueux, assez communautaire. Enfin, c'est assez typique des projets libres. C'est assez typique, mais on n'est pas un projet purement communautaire libre, quoi, comme Debian peut l'être, comme voilà, c'est quand même un truc un peu hybride entre des développeurs qui sont payés, salariés, et des contributions communautaires. Voilà. Et l'open source permet tout ça, et je pense que c'est une des beautés de l'open source finalement, c'est que ils permettent à des gens qui viennent d'horizons différents de travailler sur un projet commun de manière assez sereine. Donc quand cette première version bêta, elle sort, elle est disponible sur combien de téléphones? Et quels sont les premiers retours là, à ce moment-là? Comment ça se passe pour vous? Ça se passe plutôt bien. En fait, j'étais presque surpris qu'on puisse sortir une version bêta en octobre 2018 parce qu'il y avait pas mal de boulot à faire. Alors, on est parti de LineageOS qui était déjà une version d'Android qui tournait sur beaucoup de téléphones. Donc, on n'était pas tellement limité en termes
de modèles de téléphone parce que c'était déjà prêt. Par contre, il y a quand même eu tout ce travail préalable de, voilà, on enlève tous les appels à Google, y compris dans les couches basses, les DNS par défaut, tous ces trucs-là. On met micro-G par défaut, enfin voilà. Puis réassembler tout ça, puis recompiler ensuite. Donc il y a quand même un très gros effort derrière, mais on a pu sortir, je sais pas, peut-être pour 20 ou 30 modèles dès le début, quoi. C'était pas trop bloquant finalement, grâce finalement à la communauté LineageOS, hein. Ça, je le reconnais volontiers. Donc voilà, et ça a été plutôt bien reçu en fait à l'époque, parce que ça marchait pas mal. Et puis il y avait ce truc un peu unique qui est la synchro entre le téléphone et le cloud. Alors pour ceux qui le souhaitent, hein, parce que ça c'est toujours un sujet un peu qui est pas toujours très simple, mais c'est bah voilà, on vous propose tout l'écosystème finalement. C'est pas que le téléphone, c'est pas que le cloud, c'est un ensemble. Téléphone plus cloud, vous êtes chez vous, c'est vos données, on n'y touche pas, voilà, toutes les garanties. Et ça marchait pas mal. Et après le Kickstarter, c'était le deuxième vraiment démarrage du projet. C'était ce moment-là, parce que il y a eu aussi toute cette phase, hein, je me rappelle maintenant, avant qu'on sorte un truc où il y avait quelques personnes qui disaient que c'était que du vaporware, qu'il allait rien se passer, etc. Enfin voilà. Mais j'ai déjà connu ça avant, donc ça m'a pas trop stressé. Mais et puis là, le moment où tu sors le truc, quoi. Le truc fonctionne, les gens sont plutôt contents, ceux qui le testent. Voilà, maintenant on passe à autre chose. On est un vrai projet, on existe. Maintenant, faut itérer, faut améliorer le truc. C'est très malin de commencer par un Kickstarter parce que si tu fais bien ton Kickstarter, et moi je l'ai vécu dans une des boîtes où on avait fait un projet qu'on avait fait financer par Kickstarter, si tu fais bien ton projet, tu as accès à de la publicité, tu as accès à de la notoriété que tu pourrais pas te payer. Et donc c'est un vrai accélérateur si ça fonctionne bien. Donc là, tu as une première communauté qui se crée avec des utilisateurs et des gens qui vont tester le produit. Donc là, tu dis que tu cherches des investisseurs. Quel modèle économique tu leur proposes à ces investisseurs? Bon, les investisseurs de l'époque, c'était ce qu'on appelle des business angels, et en général, ils t'embêtent pas trop enfin, surtout au début comme ça. Ils voient juste qu'il se passe un truc, ils ont envie d'en être, donc ils t'embêtent pas trop sur le modèle. Et ça tombait bien parce que moi, j'avais pas de modèle économique, hein. Je savais pas, tout simplement. Donc, en fait, il est venu naturellement. On s'est posé la question, ouais, est-ce qu'on pourrait vendre le système à des fabricants de téléphones? Mais la réalité, c'est que l'écosystème du monde du téléphone, du smartphone, il est totalement loqués par Android ou par Apple, iPhone, etc. de l'autre côté, mais ils veulent absolument être certifiés Android de Google. Enfin, c'est un truc qui est complètement invraisemblable, quoi. On a tout de suite vu que ça serait assez compliqué, en tout cas au début. Par contre, que dans la communauté, comme on avait déjà des utilisateurs et des gens qui s'intéressaient au projet, certains installaient le système eux-mêmes sur un téléphone, et puis on avait des personnes qui soit n'avaient pas les compétences techniques pour le faire, soit avaient peur de le faire parce que il est vrai que quand on installe un système comme ça sur un smartphone, il y a toujours un risque de briquer le téléphone, donc le bloquer complètement, hein, si ça se passe pas bien. Et puis d'autres personnes aussi n'avaient pas le temps de le faire. Donc très vite, on a reçu des demandes. On a reçu deux types de demandes. Il y en avait qui voulaient nous envoyer le téléphone et qu'on fasse le boulot d'installation, qu'on leur envoie, quitte à payer un peu d'argent. La deuxième demande, c'était je suis prêt à vous acheter un téléphone avec iOS en fait. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et donc on a testé les deux. Le premier, ça n'a pas du tout marché. En fait, on a commencé à recevoir des téléphones qui étaient dans des états très très différents les uns des autres. Il y avait rien de carré, quoi. C'est-à-dire que parfois, on ne pouvait même pas les débloquer, quoi. On n'avait pas le code PIN, on n'avait rien. Donc, fallait redemander. Enfin, c'est des échanges sans fin. Parfois, ils arrivaient dans des états lamentables, l'écran fêlé, enfin les machins, la batterie gonflée, enfin tout imaginer, on a tout vu. Et les quelques téléphones qu'on a flashés, qu'on a pu renvoyer, bah il y a quelqu'un qui a dû y passer 2 jours, quoi, sur chaque téléphone. Donc 2 jours de travail pour un ingé, aller à 20-30 € de l'heure, c'est le modèle économique, il marche pas du tout, quoi. On peut pas faire payer 1 000 € à un client pour lui installer un OS. Donc ça, on a abandonné parce qu'on a vu que ça allait pas fonctionner. Et pour le coup, on favorise plutôt les install parties. On encourage vachement ça, hein. C'est faites des install parties, on vous filera un coup de main, éventuellement on vous envoie des goodies, des machins. L'autre, ça s'est passé différemment en 2019, mais je crois que c'est vers mai-juin, il y a quelqu'un qui me présente Recommerce. Recommerce, c'est une grosse boîte de reconditionné en Europe. Ils conditionnent essentiellement des iPhones et des Samsung. Si ma mémoire est bonne, un des boss de Recommerce, il avait entendu parler du projet, il trouvait ça super, et là, il nous invite en fait. Il m'invite à aller visiter leurs locaux dans le sud de Paris.
et on discute et assez vite en fait, moi je leur explique ce qu'on fait et puis assez vite, naturellement vient le sujet du smartphone. Ils ont des smartphones, j'ai un OS, enfin ça un fit de valeurs, qui fonctionnait pas mal, une belle histoire à raconter et très vite donc on a sélectionné, 2 ou 3 modèles. Après c'est le S7, le S8, le S9, les Galaxy là, de Samsung, qui pouvaient avoir un volume assez important. Bon, assez important, c'est quelques dizaines par semaine, hein, c'est pas beaucoup. Et puis on a organisé, tout un truc pour flasher les téléphones, au départ, c'est eux qui flashaient, chez leurs, prestataires logistiques. Donc on avait développé un outil qui permettait de flasher les téléphones dans l'usine du prestataire et cetera. Et puis ça a démarré comme ça, donc je pense vers fin de l'été 2019, quelque chose comme ça. On a commencé à vendre des smartphones reconditionnés sur notre site, tout bêtement. Et ça s'est finalement tellement bien passé que, assez rapidement, on avait, pas assez à vendre en fait. On avait de la demande, qui excédait l'offre. Donc ça a été un super moyen de démarrer et je pense que le reconditionné, on en refera et enfin, on en fait encore un petit peu d'ailleurs, mais pas sur les Samsung. Mais par contre, à très vite, il s'est posé la question de comment est-ce qu'on peut, augmenter les volumes? Et là, le reconditionné, ça marchait pas parce qu'il y avait des semaines, tu vois, on recevait, 5 téléphones alors qu'on aurait pu en vendre 50. Bon. Finalement, ça a été ça au départ, en tout cas, c'était le business model, qui s'est imposé. C'est presque comme vendre des boîtes de petits pois, quoi, mais sauf qu'on met des petits pois de super bonne qualité dedans au lieu des petits pois sucrés dégueulasses. Donc voilà. Et puis Je me permets de te couper parce que je trouve ça assez marrant. Moi-même, je travaille dans le reconditionné et tu t'aperçois que les problématiques sont les mêmes, c'est-à-dire l'accès au gisement, c'est vraiment la clé. Si t'as pas l'accès au gisement d'appareils reconditionnés, et ben en fait ton modèle ça marche pas très bien. ah ouais, ouais, tu peux te faire limiter, ouais, c'est clair, ouais. Mais heureusement, on a trouvé des solutions pour résoudre ça après. Alors ça m'amène à ma question suivante, qui est à partir de quand est-ce que vous rencontrez Fairphone? Et d'ailleurs, est-ce que Fairphone c'est la première marque avec laquelle vous travaillez ou est-ce qu'il y a eu d'autres marques avec lesquelles vous avez travaillé avant sur le sujet? Comment ça se passe cette première rencontre? Alors ça commence à faire quelques années, mais je pense qu'on j'ai essayé de rentrer en contact avec plusieurs fabricants. Il y a eu un très gros fabricant, que je ne nommerai pas, mais pour le coup, on a vite compris que c'était pareil, quoi. Ça allait aboutir difficilement et surtout, sans doute peut-être dans 1 an ou 2, tu vois? Parce que tu as des boîtes comme ça, ils ont des cycles qui sont complètement dingues. Quand tu es une start-up, qui essaye juste d'avancer et de survivre, tu peux pas te permettre ça, quoi. Et Fairphone, en fait, c'est pareil, c'est un espèce de truc de destin, quoi. C'est assez, pile au moment où on commençait à se dire: «Il faut vraiment qu'on trouve une solution parce on n'a pas assez de téléphones à vendre». Je me retrouve à un workshop, organisé par la Commission européenne à Bruxelles, un workshop open source où il y avait pas mal de gens un peu partout en Europe, qui étaient dans le monde open source ou pas loin du monde open source, qui venaient discuter, de plein de sujets et là, le midi, ils distribuent des sandwichs, hein. La Commission européenne, c'est vachement fruste, hein, tu vois? Tu as des sandwichs le midi. Et là, je tombe nez à nez avec Agnès Crépé, qui bossait chez Fairphone, que je connaissais juste de nom avant, mais j'allais la rencontrer. Sachant que moi, j'avais déjà pingé, Bas, le fondateur de Fairphone, je l'avais pingé plein de fois sur LinkedIn, parce que, tu sais, gros appels du pied, tout ça, mais ça avait pas pris, quoi. Et là, Agnès, tout de suite, le courant passe bien. Enfin, en plus, Agnès, c'est une nana qui a le contact facile, quoi. Enfin, elle est très sympa, et puis elle me dit un truc du genre, «Oh, mais de toute façon, on vous connaît déjà parce qu'on a des utilisateurs du Fairphone 2, qui nous disent: «Mais pourquoi sur Fairphone vous mettez Android de Google? Pourquoi vous mettez pas iOS plutôt? C'est beaucoup plus vertueux». Donc je lui dis: «Bah écoute, si tu veux, on peut peut-être envisager des trucs». C'est vraiment parti comme ça et après, elle organise un meeting à Amsterdam, on rencontre, Eva, leur CEO à l'époque. Eva très pro, au départ, bon, pas sûr quoi, pas sûr que notre board voudra, enfin voilà, tu sais, c'est très, mais c'est bien parce qu'au moins c'est carré, c'est franc, tu vois? Tu te fais pas des illusions, des faux joies et donc ça a pris un petit peu de temps quand même, mais pas tant de temps que ça. Puis ils nous disent: «Bon, on va faire un test, mais d'une manière très pragmatique, c'est-à-dire que on va vous filer un petit coup de main, pour, vous puissiez porter iOS sur Fairphone 3, qui allait sortir ou qui venait de sortir, je sais plus exactement et qui était pas supporté par LineageOS et puis, on fait un deal tout simple, c'est-à-dire qu'on se met d'accord sur un prix, vous nous achetez des téléphones et puis après vous faites ce que vous voulez, vous les flashez, vous les revendez et c'est vraiment démarré comme ça. Donc on a eu un effort de développement, je crois qu'il a dû prendre 2 mois ou 3 mois pour porter iOS sur Fairphone 3. C'est la première fois qu'on portait sur un nouveau téléphone, quoi. Donc ça, c'est pareil, au départ, je me disais: «Waouh, est-ce qu'on va y arriver?» tout ça et finalement ça s'est plutôt bien passé
Et puis au mois de, je crois, juin 2020, là, en plein confinement, j'ai commencé à flasher avec ma fille aînée, premier Fairphone à la maison, qu'on recevait par un carton de 50. Donc c'était assez épique. Et puis assez rapidement, bah voilà, on a mis ça en vente et puis ça a super bien marché. Je pense il y a vraiment un fit entre à la fois le produit, le matériel Fairphone qui est plus vertueux, qui est plus durable, et cetera, et puis un OS qui est beaucoup plus respectueux des données personnelles comme iOS. Donc c'est vraiment comme ça que ça a démarré. Puis après, on a continué avec le Fairphone 4, maintenant le Fairphone 5, voilà. Dans son interview, Agnès disait que chez Fairphone, ils vendent autant de Fairphone avec i que de Fairphone chez Orange. Et j'étais assez surpris parce que moi, naïvement, je pensais que i, c'était plutôt un OS qui était fait pour des gens qui étaient un peu techniques, qui n'avaient pas peur de flasher leur téléphone, etc. Et en fait, pas du tout. Non, non, ouais, pas du tout. Et enfin, c'est l'objectif aussi, hein. Ça a toujours été mon objectif finalement, hein. Je voulais absolument pas faire un OS réservé à des gens qui ont un savoir-faire, voilà. Et je veux vraiment que le truc il puisse être utilisé par absolument n'importe qui sans aucune connaissance spécifique technique. Mais je suis heureux que Agnès l'ait dit, comme ça je peux aussi en parler. Oui, il semblerait qu'on vende autant de Fairphone en France que Orange, quoi. Donc c'est assez rigolo. Pour rebondir, ouais, sur le côté utilisateur final, on a 2 ou 3 types d'utilisateurs qu'on a identifiés. On a des gens qui sont très, très inquiets sur le côté données personnelles. C'était un peu notre cœur, enfin le cœur du truc au départ. On a aussi beaucoup de gens dans l'open source qui se disent: «Ah ouais, c'est quand même cool parce que iOS, c'est vraiment l'OS mobile qui est vraiment totalement open source. Bon, moi, je peux installer à la limite ce que je veux, quoi, Ubuntu Touch ou plein d'autres trucs. Bon, par contre, pour mes amis ou pour ma famille, et on en voit plein en fait. Au Capitole du Libre, il y a des gens, ils viennent nous dire: «Bon, moi j'utilise GrapheneOS parce que voilà, c'est pointu. Par contre, pour toute ma famille, je leur mets i», ils sont super contents, quoi. Et ça marche très bien, il y a pas de gros problèmes. Pour moi, c'est une grande satisfaction parce que vraiment cette ambition de vouloir apporter un système qui soit vraiment vertueux et qui puisse être utilisé par le plus grand nombre, bah, ça fonctionne vraiment. Et même, hein, chez moi, pour le coup, j'ai ma compagne, j'ai jamais forcé, hein. Évidemment, elle sait ce que je fais, mais je l'ai jamais forcé. Première fois, elle a acheté elle-même son téléphone en ligne. Moi, je lui disais, je voulais pas lui en filer un, je voulais pas m'en occuper, je veux pas faire de SAV, tout ça. Elle l'a acheté toute seule, voilà. Et ben, un jour, tiens, j'ai acheté un téléphone chez toi. Ah, ok. Et au final, ça se passe super bien. Elle l'utilise tous les jours. Elle est enseignante, elle est pas du tout dans l'informatique. Ma fille qui a 19 ans aussi l'utilise tous les jours. C'est pareil, elle est pas du tout dans le monde technique. Et voilà, donc pour moi, c'est la meilleure preuve que ça peut fonctionner pour le plus grand nombre. Et c'est cool. Alors pour finir sur le sujet du modèle économique, comment est-ce que vous financez maintenant? Alors, comment on se finance maintenant? Alors déjà, on fait du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le truc le mieux pour se financer. Et aussi bien sur le téléphone que la partie dont on a un peu moins parlé, mais c'est le cloud, parce qu'on a 100 000 comptes qui ont été ouverts sur Murena.io. Et dans ces 100 000 comptes, évidemment, il y en a qui sont plus ou moins actifs. Et dans ceux qui sont actifs, il y a des gens qui l'utilisent vraiment tous les jours. Et à un moment, bah, ils veulent plus de stockage. Et donc, ils prennent des plans chez nous. Donc, on a des plans selon le stockage disponible, entre 2 ou 3 euros par mois, 20 ou 30 euros par mois, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça fait du chiffre d'affaires. Alors, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Parfois, on se refinance auprès des investisseurs, mais aussi on a des aides, BPI France par exemple, des subventions, et pas on a aussi d'autres fonds. Je pense à des fonds comme SIDN, c'est un fonds hollandais qui est issu du monde des vendeurs de noms de domaine en fait. Ils ont pas mal d'argent, je pense. Ils aident des projets comme les nôtres parce qu'ils pensent que ça va dans le bon sens en fait, quoi. C'est Freedom of Internet, et cetera. On gagne aussi parfois des projets. Il y a plein d'appels à projets, souvent à plusieurs. L'Europe est très supporter de l'open source aujourd'hui. Ils donnent beaucoup d'argent en subvention sur des projets open source parce qu'ils ont compris, je pense que bah, si on veut récupérer de l'indépendance sur les sujets du logiciel, du numérique, etc., vu la situation actuelle, il n'y avait pas tellement d'autres solutions que de basculer à l'open source, de favoriser l'open source, l'émergence d'un écosystème qui soit européen. Et donc aujourd'hui, ils donnent beaucoup d'argent. Et voilà, donc on se finance un peu comme ça, de différentes manières, différentes sources. Vous êtes combien en tout maintenant à travailler sur le projet en personnes payées? Ouais, on est un peu plus de 40, 42, 43, je crois. Mix de salariés et d'indépendants. C'est pas forcément très connu, mais on n'a aucun bureau. On est totalement en télétravail, tous en télétravail depuis toujours.
qui nous a permis d'ailleurs de passer les mois de pandémie de manière assez sereine parce que notre activité s'est jamais arrêtée. Et donc on a des gens un peu partout. Le noyau dur, c'est la France évidemment, mais on a d'autres personnes en Europe et puis on a aussi des gens en Inde, on a notre designer Andros, il est au Brésil. Donc on est vraiment un projet décentralisé. Tous ceux qui sont pas en France, on ne peut pas les salarier, donc ils ont des contrats de prestat en fait, mais c'est comme des salariés. Alors passons à la partie sur la vie privée. Ce que je voulais savoir, c'est un peu comment ça se passe, ces problématiques de vie privée sur le projet. Est-ce que vous avez des chercheurs qui auditent votre code? Est-ce que vous avez des gens qui font des audits de sécurité? Puisque c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour vous, comment ça se passe? Il y a un point essentiel dans ce qu'on fait, je pense, c'est qu'on est open source. Tout ce qu'on clame, toutes les promesses qu'on fait, on peut pas venir nous dire c'est pas vrai, quoi. Parce que, alors, soit c'est pas vrai, mais à ce moment-là, on va pouvoir le corriger. C'est-à-dire que, comme c'est open source, n'importe qui avec un niveau d'expertise suffisant va pouvoir aller vérifier que ce qu'on dit c'est vrai ou pas. Et nous, on mise beaucoup là-dessus parce que, et notamment, par rapport à Apple. Alors Apple, c'est pas vraiment un concurrent, parce que de toute façon, Apple, ils vendent c'est une marque de luxe, hein. C'est comme si je me comparais à Dior ou à Chanel. La réalité, c'est quand même que, autour de leurs produits, ils font beaucoup de marketing autour de la protection des données personnelles. Et ce que j'ai envie de dire, parce que parfois on vient nous dire oui, mais mon iPhone, machin, mais alors déjà ton iPhone, il vaut 1 000 euros. Et puis deuxièmement, c'est un produit de luxe. Et puis troisièmement, ce que Apple raconte sur la vie privée, déjà si tu creuses un peu, tu vas voir que dans les détails, c'est pas aussi simple que ça, pour plein de raisons. Alors je sais pas si c'est le moment d'entrer dans ces sujets-là, mais ils sont capables de détecter des contenus qui sont pas appropriés, par exemple, même si c'est chiffré. Et puis en fait, le chiffrement de bout en bout dont on parle souvent, finalement, il est dispo que sur certains services, mais pas sur tous les services d'Apple. Et puis, finalement, la grosse question par rapport à Apple, c'est, Apple, c'est soit tu crois, soit tu crois pas. C'est un peu comme une religion. Parce qu'Apple, ils sont pas du tout open source. Donc, à moins de faire des audits techniques très poussés, machin, soit tu les crois, soit tu les crois pas. Donc, et nous, c'est différent. Nous, on a le code source, c'est dispo, il est public, hein. Tu vas sur gitlab.e.foundation et tu trouves tout le code source de ce qu'on fait, y compris sur la partie cloud. Et là, tu peux faire auditer comme tu veux. Certains s'en privent pas. On a eu parfois des gens, plus ou moins bien intentionnés d'ailleurs, hein, je tiens à le dire, qui sont allés voir, aller fouiller ce qu'on faisait. Fouiller, enfin, c'est pas péjoratif, ils sont allés vraiment mettre le nez dedans, creuser, pour essayer de trouver, mettre le doigt où ça fait mal. Parfois, ils ont mis le doigt où ça faisait mal. Il y a 3 ans, des trucs que des experts en sécu ont trouvé dans iOS qui étaient pas au point, enfin des trucs qui fonctionnaient pas comme ça devrait. Parfois, il y a aussi des bugs, parfois il y a des régressions, ça arrive. Mais on les adresse. C'est-à-dire que, une fois qu'on nous remonte le truc, on vérifie est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et si c'est vrai, on met un effort de R&D dessus et puis on le corrige. Ça, c'est le premier point. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a aussi, alors par chance, on a des universités qui sont intéressées à ce qu'on faisait. Et en particulier, on a l'université de Dublin en Irlande et d'Édimbourg en Grande-Bretagne, qui ont des gens qui travaillent beaucoup sur les sujets de la protection des données personnelles. Ils ont fait des comparatifs entre les OS et ils ont regardé notamment ce qui passait sur le réseau, sur les appels à Google. Ils ont validé que iOS aujourd'hui c'est quasiment le seul système d'exploitation mobile qui par défaut n'envoie aucune donnée chez Google ou chez le constructeur. Donc voilà, donc on a aussi cette validation là. On a aussi des audits de sécu, alors moins sur l'OS, mais plus sur le cloud, qu'on commande nous-mêmes et qu'on paye par des sociétés de sécurité. Voilà, donc c'est un mix. Alors je voudrais maintenant qu'on passe sur le sujet des smartphones, qui fait suite à la discussion que j'ai pu avoir avec Agnès sur Fairphone. Je voudrais que tu nous expliques comment et quand vous en êtes arrivé à l'idée de se dire que vous alliez faire vos propres smartphones. Ça, c'est toujours aussi la question du volume de ce qu'on peut fournir. Pourquoi pas Fairphone? Parce que Fairphone, on n'a pas trop de contraintes sur les volumes. Je pense que plus on en vend et plus ils sont contents. Mais je vais dire un truc qui va pas leur faire plaisir, mais je leur ai déjà dit, donc ça va pas être une surprise. Les Fairphone, ils sont chers en fait. Ils sont très chers. Et donc, ok, il y a des gens qui peuvent se les payer, puis il y en a d'autres qui peuvent pas se les payer. Moi, j'ai toujours quand même cette volonté que les smartphones sous iOS, ils soient disponibles pour le plus grand nombre. Tu peux sans doute trouver un Galaxy S9 d'occasion, puis le flasher toi-même. Ça va pas coûter très cher. C'est exactement ce que j'ai devant moi là. J'ai un S9 que j'ai acheté reconditionné, que j'ai flashé moi-même, mais il faut savoir le faire. Voilà, faut savoir le faire. C'est toujours la limite du truc. Pour les gens qui n'ont pas trop les moyens, mais qui voudraient quand même avoir un smartphone avec iOS, aujourd'hui, c'est quoi la solution, hein? Tout le monde ne peut malheureusement pas s'acheter un Fairphone 4 ou 5. Donc, il nous fallait aussi des téléphones un peu plus entrée de gamme, tout simplement. Donc, on a pu le faire avec Giga 7 sur un modèle, le GS290.
Et puis à un moment, on a eu cette opportunité de lancer notre propre marque, donc le Murena One qui est sorti l'année dernière, au mois de mai, et qui est dispo à un prix beaucoup plus abordable. Par contre, effectivement, il est moins vertueux que le Fairphone dans le sens où il est pas conçu pour être vraiment durable comme un Fairphone. C'est dommage, mais bon, c'est une première version. À l'avenir, on essaiera de faire mieux. Mais il nous fallait, et je pense que même dans notre stratégie, c'est important aussi qu'on puisse avoir la main sur notre propre matériel, avoir un truc un peu aussi de référence, accessible pour pas trop cher. Donc voilà. Et puis il a plutôt bien marché, même si c'est pas objectivement, c'est pas un téléphone haut de gamme, quoi. Mais il fait le job. Il a un écran qui est très correct. Il est relativement rapide. Voilà. Et on a réitéré avec le Murena 2 cette année. On vient de finir une campagne de financement participatif avec une petite nouveauté, c'est que le Murena 2, il a des petits switches sur les côtés qui permettent de couper physiquement le micro, la caméra, et puis l'autre c'est un switch logiciel qui permet de couper tous les accès réseau. On trouvait ça assez rigolo de raconter une histoire autour de ça. C'est un côté utile parce que clairement aujourd'hui, même si nous on fait un OS qu'on contrôle et qu'on maîtrise, on n'est pas à l'abri qu'un jour il y a une application qui soit téléchargée et qui ait accès au micro, à la caméra. Voilà, des malwares, des virus, ça peut arriver aussi. Et donc ce truc-là, c'est vraiment la garantie que si tu achètes le Murena 2 aujourd'hui, tu as un téléphone. Si à un moment tu veux être sûr qu'il va pas t'écouter, qu'il va pas ouvrir ta caméra, tu vas le faire et tu as la certitude absolue, quoi, parce que ça coupe le circuit de la caméra et du micro. Et ça, on est en train de le lancer aujourd'hui. On est en train d'expédier au premier backer du Kickstarter. Et voilà. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on ait vraiment une gamme, quoi. Donc à la fois des téléphones Fairphone, voilà, du marché. Ça rassure parce qu'il y a des gens, ils veulent être rassurés, donc Fairphone, ça les rassure. Et puis notre propre gamme qu'on développe sous notre nom. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, je me demandais si vous étiez passé par un ODM, ce qu'on appelle un Original Device Manufacturer, donc une société que tu vas voir avec ton design et qui va te faire fabriquer ton téléphone. Est-ce que c'est bien le cas pour vous? Comment ça s'est passé? Alors, on n'en est pas encore tout à fait là. Parce que quand on va avoir un ODM, il faut s'engager sur des volumes que nous, aujourd'hui, sont encore trop importants par rapport à notre taille. Donc, en fait, on passe par un intermédiaire qui travaille avec des ODM. Et l'intermédiaire, lui, il trouve des clients qui ont des besoins un peu similaires ou approchants. Ils font un téléphone sur certaines specs et après, ils reparlent à leurs clients potentiels et ils leur disent, voilà, on a ce téléphone, est-ce que ça vous intéresse, etc. Combien vous en voulez? Et nous, pour l'instant, avec le Murena One et le 2, on travaille comme ça parce que les commandes qu'on fait, c'est quelques milliers grand maximum. Un ODM aujourd'hui, si tu vas le voir en dessous de 20 000 ou 30 000 unités, il va pas te faire un design original. Éventuellement, il va faire comme notre intermédiaire, c'est-à-dire il a déjà un modèle sur étagère et il peut te le rebrander sur 2-3 000 unités. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. L'avantage, c'est qu'on peut quand même avoir accès aux sources du cœur Android qui est testé sur ce matériel-là pour le développer. Donc, ça facilite le développement et ça permet de mieux maîtriser les choses. Mais voilà, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc finalement, vous avez juste besoin qu'ils vous fournissent le matériel et les sources. Vous n'avez pas besoin de support logiciel chez eux, puisque dans tous les cas, c'est vous qui allez maintenir l'OS, c'est bien ça? Ça dépend, ça dépend. Sur l'OS, en général, c'est vrai. Sur les couches très basses, on a du support logiciel quand même. Parfois, il y a des trucs, nous, qui soit échappent à notre champ de compétences, on n'a juste pas accès à certains trucs. Typiquement, je sais pas, pour donner un exemple, un réglage de focus de caméra, tu vois. Typiquement, ça va être ça. Nous, on s'aperçoit que sur une lentille, il marche pas bien. On se retourne vers le prestataire. Et puis lui, il travaille avec l'ODM pour régler le problème et nous fournir une mise à jour. Donc ça peut être des trucs très liés au hard en fait. Où là, nous on peut pas aller si profond, quoi. On dépasse un petit peu notre champ de compétences. Mais sinon, oui, on a la main sur l'OS totalement. Ouais. Ce que disait Agnès, c'est que typiquement sur le Fairphone 3, ils n'avaient pas très très bien négocié certains contrats, ce qui fait qu'il y a certains composants sur lesquels ils ont eu des problèmes sur le support au passage de version d'Android. Donc ma question, c'est combien de temps vous pouvez vous engager à maintenir le téléphone et à pouvoir monter les versions? Comment est-ce que ça se passe pour vous? Ouais, ça c'est un peu la limite du modèle. Tu vois, je pense que ce dont on parle, Agnès, c'est le support logiciel sur les firmware, notamment typiquement le modem, des trucs comme ça, tu vois. Le capteur d'empreinte digitale, par exemple, ça c'était l'exemple qu'elle avait donné. Et donc il y a deux choses. Tu as l'OS et puis il y a toutes ces couches très très basses, très bas niveau
Donc là, clairement, c'est la limite de notre modèle, c'est que nous, les petits firmware donc qui servent à exploiter la caméra, capteur d'empreinte digitale ou même le modem et cetera, on n'a pas la main dessus, hein. C'est des trucs propriétaires malheureusement dans le monde, du smartphone. C'est la norme, on n'a pas le choix, on le subit. J'espère qu'un jour on trouvera un moyen d'adresser ce problème-là mieux, mais aujourd'hui on est complètement bloqué, donc on dépend. Donc après ça dépend comment tu travailles. Le problème, je pense qu'elle allait faire référence, c'est d'avoir éventuellement un firmware, qui soit ne va plus fonctionner parce que, ils ont une version d'Android, qui est trop récente, ça va pas être compatible, soit qui va être fonctionner mais un peu dépassé. Pour l'instant, on n'a jamais trop eu ce problème et on continue de pouvoir faire vivre des téléphones qui sont anciens, y compris, bah, pour le coup, le Fairphone 2 qu'ils ont arrêté de supporter en avril. Nous, on continue de le supporter. Après, clairement, sur des modèles vraiment très anciens comme ça, tu vas avoir l'OS qui peut être assez à jour, même peut-être, très, très récent et très fonctionnel, mais tu peux avoir peut-être dans les couches basses des firmware qui vont être assez anciens. Potentiellement, il peut y avoir des questions sur, les updates de sécurité, qui seront anciennes et cetera. Donc il peut y avoir ce genre de questions-là. Mais tu as quand même un téléphone qui peut continuer à vivre, quoi, et pour beaucoup de personnes, c'est quand même important. Pour le développement durable, c'est aussi important. Donc nous, on essaie de jongler avec tout ça et je crois pas qu'on était bloqué en tout cas pour l'instant. On verra avec le Fairphone 3 comment ça se passe, mais je crois pas qu'on était bloqué. Vraiment, tu vois, un truc qui arrête de fonctionner parce que le firmware est trop vieux ou ce genre de choses. Donc voilà. Bah, moi-même, j'ai découvert i parce que je l'ai installé sur un Moto E 2017, donc un vieux téléphone. J'ai flashé le téléphone avec i et là, j'ai été hyper impressionné. Le téléphone est devenu hyper rapide et je m'en sers toujours comme mon téléphone de backup. Dernière question sur ce sujet-là, qu'est-ce que le Murena One vous a appris en termes de retour d'expérience? Alors le Murena One, ça a été, ouais, on a rencontré des soucis, qu'est-ce que ça nous a appris? Bonne question. Peut-être que sur un projet comme ça, il faut vraiment rien laisser au hasard. C'est-à-dire que faut que le truc soit bordé, mais vraiment sur tous les sujets. Ce qu'on a remarqué, c'est que quand, tu vois, sur le portage du Murena One, par exemple, quand on a porté iOS sur le matériel Murena One, ça a été relativement rapide. Donc ça prend 1 mois, 1 mois et demi, ça dépend. Et là, à un moment, tu as l'impression que tout fonctionne. C'est-à-dire, bah, le téléphone, il démarre, tu as l'écran, le touchscreen, il fonctionne, tu as le son, tu as la Wi-Fi, la SIM, ça a l'air de marcher, tout ça. Et là, tu te dis: «C'est cool, ça y est, c'est bon, c'est fait». Sauf que, si tu pousses tes tests un tout petit peu plus loin, en profondeur, et ben, tu vas commencer souvent à rencontrer des problèmes sur un truc particulier. Par exemple, Bluetooth, ça fonctionne. Ah oui, mais par contre, j'ai testé, sur des AirPods, audio, le Bluetooth audio et là, ça marche pas, quoi. Le son, ça marche pas. Et là, tu dis: «Ah bah merde, c'est con parce que le Bluetooth, il fonctionne, le truc, ça la connexion, elle se fait. Par contre, le son, il passe pas, il arrive pas», tu vois? Finalement, en fait, j'ai pas fini le boulot. Je suis pas allé jusqu'au bout du boulot, en fait. Tu as l'impression que ton effort de développement du portage, il est intense au début et qu'après c'est OK, mais en fait non, c'est pas exactement ça. C'est que tu as un gros effort à faire au début pour que ça fonctionne. Après, tu as un espèce de plateau où, tu vas continuer à développer, à améliorer des trucs, à faire progresser ton produit et à la fin, pour aller vraiment à une qualité acceptable, hein, pour mettre sur le marché auprès d'utilisateurs qui, ils en ont rien à foutre, ils veulent juste que ça marche, c'est normal. Là, tu as encore un énorme effort, en fait, à faire pour aller finer tous les petits détails et parfois revenir vers ton partenaire technique, l'intermédiaire de l'ODM et lui dire: «Bah oui, mais là, sur la deuxième lentille, l'autofocus, il marche mal ou il faut être à 3 mètres minimum» et cetera, tu vois? Et rentrer dans ce genre de détails pour que, in fine, tu sois à peu près sûr que, 99 des fonctionnalités vont fonctionner comme attendu. Alors on en avait un petit peu conscience avant, mais avec le Murena One, je pense que ça a été vraiment une grosse prise de conscience que, il faut prévoir presque 6 mois pour un portage parce que Vous pouvez pas faire des tests unitaires là-dessus en plus, c'est compliqué, c'est forcément de l'humain qui va devoir tester. c'est ça et puis avec une explosion combinatoire des trucs, des cas possibles parce que, un truc tout con, hein, mais, parfois, tu vas avoir un téléphone qui fonctionne très bien avec une SIM Orange et puis, bah, tu vas t'apercevoir que tu as un client, il utilise une SIM Bouygues et que, dans son cas et ben, le partage de connexion, il fonctionne pas et là, tu dis: «Ah ouais, quand même», tu vois? Rien que le fait que ça soit une SIM Bouygues, tu as juste le reste, ça marche, hein, SMS, ça marche, mais par contre, le partage de connexion, il fonctionne pas avec la SIM Bouygues, tu vois? Et ça, tu ce genre de truc, j'ai jamais imaginé que tu puisses avoir des cas spécifiques comme ça sur un opérateur particulier
Et ça, on a des cas comme ça, on en a quelques-uns en Allemagne, machin. Et puis à chaque fois, ça peut être un peu long à débugger, à tester parce qu'il faut trouver la SIM, tu vas le tester sur quel réseau, etc. Donc c'est un gros challenge de faire du smartphone. Ouais, c'est clair. Prochain sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est les relations que vous avez avec les autres projets et avec l'écosystème libre. En particulier, quelles sont vos relations avec Lineage.js? Quelles sont vos relations avec MicroG? Est-ce que vous leur payez des développements? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu peux nous expliquer? C'est un écosystème qui est profondément pas structuré, donc c'est sauvage et ça dépend vachement des relations que tu peux avoir avec telle personne qui est dans l'écosystème. C'est surtout ça. Lineage.js, essentiellement, on a très peu de relations. Alors les relations, si, on a des relations avec des développeurs de Lineage.js qui parfois d'ailleurs viennent bosser chez nous. Enfin voilà quoi. Mais en fait, Lineage.js, c'est un projet assez communautaire qui est pas vraiment centralisé. Donc bon. Par contre, ouais, MicroG beaucoup plus. Pour le coup, même on finance Marvin Wiesfield, qui est le fondateur de MicroG. On finance une autre personne d'ailleurs sur ce projet-là qui contribue et une troisième personne. C'est sur des fonctionnalités en particulier ou c'est plutôt du sponsoring? Alors pour MicroG, c'est vraiment du sponsoring. L'idée c'est qu'ils puissent bosser sereinement, tu vois, sur le projet sans se soucier d'aller faire ses courses demain. Sur MicroG, on n'influence pas, tu vois. On lui dit pas tiens, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Après, parfois, on dit, ouais, ça serait bien qu'on ait ça. Est-ce que tu penses que, machin, est-ce que nous, on peut le faire? Est-ce que ça correspond à ta vision du truc? Ça fonctionne davantage comme ça. Mais là, oui, là, il y a un vrai soutien qui est depuis au moins 2 ans, ou peut-être un peu plus. Puis on rajoute des ressources. Mais MicroG, en fait, pour ceux, je sais pas, qui nous écoutent, c'est une brique logicielle totalement open source qui permet de recréer toute la partie Play Services de Google. Parce que nous, on l'enlève, c'est propriétaire, on l'enlève, on veut pas de ça dans l'OS, donc on le remplace par MicroG, et ça permet d'accéder à certains services, par exemple la géolocalisation, etc. Donc nous, on utilise des bases de données Mozilla, mais ça peut être aussi pour accéder à, tu vois, les notifications push qui arrivent dans ton téléphone, ça passe par un service Google, donc on veut l'anonymiser, donc on passe par MicroG pour ça. Mais en fait, dans les Play Services, il doit y avoir 40 ou 50 API. C'est juste colossal, tu vois. C'est leur manière de propriétariser le Android qui à la base est open source. Et donc, sur ces 40 ou 50 API, dedans, il y en a peut-être que 10 qui sont implémentés. Alors, c'est les plus visibles, c'est les plus importantes. La plupart des gens s'aperçoivent pas qu'il en manque encore 30 qui sont pas implémentés. Mais il y a un boulot encore colossal à faire sur MicroG, quoi. C'est pour ça que nous, on ajoute des ressources, on essaie de trouver des financements sur MicroG, on monte des projets pour... donc voilà. Donc c'est vraiment, pour répondre à ta question, c'est vraiment au cas par cas, en fonction du fit. Est-ce qu'on contribue? Oui, sur Nextcloud, par exemple, on contribue des patchs, des améliorations, des bug fixes, des trucs comme ça. Sur d'autres projets aussi, on pousse des trucs. Et après, c'est très variable, au cas par cas, quoi. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant de comprendre comment une société, elle évolue dans son écosystème. Peut-être compléter par rapport à ça. Il se trouve que on l'a pas encore annoncé, mais je peux en parler, je pense, puisque de toute façon, c'est fait. eFoundation a monté, en fait, un projet suite à un appel à projet européen. On a fait un travail colossal pour déposer un gros dossier cette année. Et ce projet, il s'appelle MobiFree. Et dans ce projet-là, on a invité plein de projets européens, y compris F-Droid, en fait. F-Droid, c'est un magasin d'applications open source, y compris MicroG. Il y a plein de beaux projets comme ça open source. Et l'idée, c'est de bosser ensemble pour essayer de faire progresser tous nos logiciels open source qu'on utilise autour du mobile, donc sur le magasin d'applications, sur MicroG, sur NoulOS, sur plein de sujets. Et l'Union européenne nous a subventionné à hauteur de plusieurs millions pour ce projet-là. Donc, tu vois, c'est vraiment de la subvention. Et donc, c'est eFoundation qui va redistribuer tout cet argent à tous ces projets-là. Donc, on est aussi là pour ça, pour favoriser l'écosystème open source en Europe. C'est aussi notre manière de contribuer, de trouver des financements pour que ça vive, quoi. Alors l'heure tourne et je voudrais qu'on parle de la Fairtech. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que la Fairtech et ce que vous faites, quel est votre rôle dans la Fairtech? La Fairtech, c'est une initiative, au départ, c'est Fairphone qui avait lancé l'idée de s'unir pour lancer une offre commune. Tu vois, Fairphone, ils font les téléphones au niveau matériel. Nous, on fait l'OS, voire le cloud. Et puis après, tu as d'autres acteurs, Télécop, tu vois. Télécop, ils font des offres de téléphonie mobile avec une vision un peu différente. Tu vois, l'idée, c'est pas de surconsommer, tu vois, les plans data, ils font pas 50 gigas parce que ils te disent voilà, c'est peut-être pas utile de te consommer 50 gigas voilà. Et partout en Europe, donc tu as Witel aussi qui fait un peu la même chose, tu as Common sur la partie location de smartphones, et on s'est tous mis ensemble. On a compris qu'un client de Fairphone, il va peut-être avoir envie d'avoir iOS dessus et peut-être avec une SIM Télécom, tu vois, ou Witel dans d'autres pays. Donc ça s'est vraiment lancé comme ça.
Alors après, en termes de business, ça s'est pas vraiment concrétisé dans le sens où on n'est pas équipé encore aujourd'hui pour réussir à vendre un truc d'une manière unique qui serait composé de un téléphone, une SIM et puis peut-être un autre truc à un client comme ça qui voudrait l'avoir. Donc en fait, il est aujourd'hui, s'il veut la SIM, il est obligé d'aller chez Télécop et s'il veut le téléphone, il vient chez nous, chez Fairphone ou chez Common. Au niveau business, ça s'est pas forcément concrétisé comme on l'imaginait. Par contre, ça nous a permis de communiquer pas mal, de dire voilà, on existe, on a une vision différente, plus vertueuse sur le marché du smartphone et de la téléphonie. Puis aussi de se connaître et de bosser ensemble et voilà, je pense qu'on est tous un peu sur la même longueur d'onde. Après là, en ce moment, on est un peu en train de réfléchir à comment on va faire évoluer Fairtech pour le redynamiser et le rendre peut-être un peu plus concret. Bah, le dernier sujet, c'est les défis à venir pour et pour Murena. C'est une question très vaste. Quels sont pour toi, qu'est-ce que tu imagines que vont être les défis dans les prochaines années? Ouais, c'est une question très large. Ouais, désolé. Évidemment, enfin, tu peux imaginer que sur un OS comme iOS, on a des projets dans tous les sens, quoi. Enfin, malheureusement, un peu trop, donc on essaye d'être focus. Et c'est pour ça aussi que parfois il y a des frustrations parce que tu as des petits sujets, exemple, hein, les applications par défaut, il faudrait qu'on puisse les désinstaller. Ça fait 3-4 ans qu'on se dit et on est d'accord, mais en fait, une petite entre guillemets «fonctionnalité» comme ça, derrière, il y a un développement qui est colossal, quoi. Donc pour l'instant, on l'a pas fait. Je pense qu'un jour, on va le faire et là, pour le coup, c'est dans la roadmap, mais des fois, tu as d'autres prios, quoi. Quand tu as un gros bug, quand tu as un gros truc à intégrer, une nouvelle version d'Android à supporter, c'est toujours une question de tu as toujours des prios, il faut faire des choix et enfin, à ressources contraintes. C'est le côté qui peut être un peu frustrant. Donc pour moi, l'avenir, c'est vraiment, justement de continuer à progresser. On a des sujets sur le chiffrement de bout en bout aussi qu'on veut amener dans la partie cloud. On a plein de sujets sur la détection des pisteurs parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais on a un module dans iOS qui permet de détecter les trackers, enfin les pisteurs en français, et de les couper, qui est un truc qui fonctionne bien, mais qui aujourd'hui fonctionne de manière assez statique, c'est-à-dire qu'il faut le nourrir régulièrement avec des listes identifiées de pisteurs qu'on connus. Et ça, on voudrait le rendre beaucoup plus dynamique, et donc on a une thèse en intelligence artificielle qui va arriver là cette année, un thésard qui se lance là-dedans parce que on a des pistes, des choses qui ont été faites dans d'autres domaines, détection des pubs, de adblocker et tout ça, qu'on doit pouvoir mettre en place sur l'OS, mais avec plein de challenges et la recherche, c'est assez passionnant. Pour nous, enfin, en termes de stratégie, ce qui est important, c'est de nous développer. Moi, je suis convaincu que, tu vois, que le monde, il est en train de changer. Là, il y a plein de choses qui se passent. Enfin, des fois, c'est un peu effrayant, mais je pense qu'il y a aussi plein de monde qui a, enfin, beaucoup de personnes qui ont envie d'aller vers de faire des choix plus vertueux dans leur vie. Ils préfèrent souvent préfèrent manger bio, peut-être tu as envie d'avoir une voiture électrique plutôt qu'une voiture diesel. Enfin, parce que tu sais que tu as un impact, parce que tu as envie d'avoir une vie plus saine, et d'avoir des valeurs plus vertueuses. Nous, on s'inscrit là-dedans, quoi. On s'inscrit vraiment là-dedans, sur la protection des données personnelles, mais aussi sur la durabilité, parce que l'OS qu'on développe, il permet à des téléphones de vivre plus longtemps. Et juste toute petite parenthèse, hein, mais 80% de l'impact carbone d'un smartphone, c'est dans sa construction et sa commercialisation, et 20% seulement sur son usage. Donc si tu le fais vivre 3 fois plus longtemps, sur sa durée de vie, tu divises, enfin tu mitiges son impact sur 3 fois plus de temps. Donc c'est hyper intéressant. Et voilà, donc on pense qu'en Europe en tout cas, mais aussi sans doute aux États-Unis, on est certain qu'il est en train de se passer un truc, que le marché il est en train de demander autre chose. Après, nous, il faut qu'on grossisse. Et pour grossir, il faut aussi qu'on puisse se faire connaître davantage. Donc, comme marketing, communication, on doit commencer à vraiment y réfléchir beaucoup plus que ce qu'on l'a fait par le passé. Et puis se financer parce qu'il y a des moments s'il faut investir pour grossir, pour développer les produits, se faire connaître. Donc, pas mal de challenges, mais c'est le propre d'un projet comme le nôtre. Et puis, pour le coup, c'est assez excitant, quoi. Ça motive bien pour se lever le matin. Ouais, je trouve qu'il y a encore du boulot à faire, par exemple, sur le profil professionnel. Je trouve que c'est pas forcément hyper clair et que il y a vraiment du travail à faire, surtout quand, comme moi, tu as un compte pro qui est un compte Google. Là, c'est un peu compliqué. Je voulais signaler que je trouvais très cool votre rythme de release qui était globalement un mois, ça doit être quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Voilà. Et puis je voulais savoir un peu comment vous construisiez la roadmap. On fait une release par mois à minima en général, sauf accident de parcours, mais parce qu'on a des updates de sécurité à pousser dans le produit. Et oui, oui, c'est totalement d'accord avec toi. Et sur la partie pro, justement 2024, là, pour le coup, ça va être l'année où on va amorcer une extension vers le B2B. Aujourd'hui, on était vraiment focus utilisateur personnel.
Et là, on va aller davantage vers des offres B2B qu'on va dériver, donc aussi bien dans le cloud que dans la gestion de flotte de smartphones. Donc voilà, donc tous ces sujets-là, on va commencer à vraiment bosser dessus. Ouais, alors la gestion de flotte de smartphones en open source, on en parle un peu avec Florent de Common dans son épisode. Il n'y a pas grand-chose, il y a tout à faire. Ouais. Écoute, on a balayé pas mal de sujets. Avant de te laisser, je vais te donner la parole pour une tribune libre. Voilà, tu peux dire ce que tu as envie de nous dire. J'ai juste envie de dire, venez jeter un coup d'œil à ce qu'on fait. Et je pense que c'est aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a quand même aujourd'hui dans ce marché du smartphone qui est dominé par des géants. Ils ont des pratiques commerciales qui ont juste comme objectif de te revendre un smartphone le plus vite possible. C'est-à-dire que ton smartphone, il va vivre 2 ans, 2,7 années en moyenne apparemment, si j'en crois les statistiques. Et après, c'est bien d'en changer. Et c'est bien d'en changer parce que tu vas pouvoir leur acheter un nouveau truc. Nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là. C'est-à-dire qu'on pense qu'un smartphone, il doit au contraire vivre le plus longtemps possible. Et ce que tu disais avec ton Motorola, moi je l'ai constaté également avec des téléphones qui avaient 6-7 ans, voire 8 ans. Un téléphone ancien, sous Android, qui n'est plus maintenu depuis des années, donc complètement désuet, plein d'applications ne vont plus fonctionner, voire il va être lent parce qu'il est rempli, il est bourré de trucs dont tu n'as pas nécessairement besoin. Et là, tu flashes iOS à la place et tu te retrouves avec un téléphone qui est véloce comme au premier jour quasiment. Et là, tu t'aperçois que l'industrie du smartphone, elle te vend juste un espèce de truc complètement fake. Quand on te dit, voilà, achète mon nouveau téléphone parce qu'il est vachement mieux, vachement plus rapide, c'est un tout petit peu vrai, mais pas tant que ça. Donc, ok, il va avoir un peu plus de RAM, et ça, c'est vrai que les applications, maintenant, si t'as pas 3 gigas de RAM minimum, ça commence peut-être à devenir compliqué. Mais depuis 2-3 ans, les specs, elles évoluent très peu. Donc, les téléphones, il n'y a pas de raison qu'ils durent pas beaucoup plus longtemps. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est voilà, intéressez-vous à ce qu'on fait. Vous verrez, c'est un monde beaucoup plus serein avec des téléphones qui sont juste là pour faire l'essentiel des usages dont on a besoin. Prendre une photo, envoyer un mail, envoyer des SMS. Appeler, recevoir des coups de fil, utiliser quelques applications, et puis ça va super bien se passer. Vous serez pas embêté par les pubs partout, par les virus, par les machins, et vous enverrez pas vos données personnelles chez Google. Donc, Et ben voilà, c'est le mot de la fin. Je voudrais d'abord te remercier en tant qu'utilisateur très satisfait de tout votre travail. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour en discuter en profondeur avec nous. Pour les auditrices et les auditeurs, si ça vous a plu, n'hésitez pas surtout à faire tourner cet épisode. Vous pouvez faire des commentaires, en particulier sur Mastodon, où je réponds assez régulièrement, par mail ou aussi par LinkedIn. Vous trouverez toutes les coordonnées sur le site internet de projet-li.org. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et Gaël, écoute, j'espère à une prochaine. merci à tous.